Salut Pierrot. Salut. Merci de nous accorder quelques minutes de ton temps ce soir pour ta venue à Rennes. Alors, écoute, première question, actualité, Ebola. Ebola ou Ebola pas. Oui, nous sommes le 31 octobre, c'est toujours important de donner les dates. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo qui a fait un peu de bruit parce que j'étais énervé et c'est une maladie qui est en soi dangereuse, grave. Elle existe. Il semble que son origine est de plus en plus, en tout cas c'est la souche qui est en ce moment en Afrique de l'Ouest, est de plus en plus d'origine trouble et pas du tout naturelle. Donc c'est d'autant plus énervant. En revanche, c'est une maladie qui semble être sous contrôle, en tout cas après les erreurs qui ont été faites d'envoyer des personnes malades dans des hôpitaux qui n'étaient pas au niveau 4, qui est le niveau nécessaire pour gérer ce genre de maladie. Eh bien, il semblerait qu'en Europe et aux États-Unis, cette maladie a réussi à être contenue, éliminée. Et après donc 2 phases d'incubation, 2 fois 20 jours, donc 42 jours, il semblerait que ce soit réglé, en tout cas pour l'instant, en Europe. Il reste à régler ceci en Afrique de l'Ouest. Je vois avec plaisir que des pays qui se sont organisés correctement, comme le Sénégal ou le Nigeria, ont réussi à contenir également les quelques cas qu'ils avaient et les ont ont éliminé le risque pour l'instant. Et donc on est passé proche non pas d'une catastrophe, parce que c'est une maladie qui est quand même assez difficile à attraper si on fait attention, mais potentiellement c'est une maladie grave et donc je me réjouis, parce qu'on peut être prêt à beaucoup de choses, mais si on attrape une maladie, c'est compliqué. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fait réfléchir nos gouvernements. Ça montre que nos gouvernements, un peu en retard et avec un peu des carences, ont malgré tout réussi à mettre en place un système de blocus, de gestion qui fonctionne. Alors, ça a fonctionné ce coup-ci, après quelques ratés. Est-ce que ça fonctionnera la prochaine fois? On verra. Mais en tout cas, ne paniquons pas, ça a l'air d'être contenu pour l'instant. Après, on verra dans quelques mois comment la progression en Guinée et au Libéria et en Sierra Leone continue. Et on ne peut que souhaiter qu'à ces pays, à ces pauvres gens qui habitent dans ces pays, qui ont été ravagés par la guerre, il faut le rappeler, c'est pas par hasard que ça se développe là-bas, et c'est pas par hasard qu'on découvre que les États-Unis avaient des centres, des laboratoires de recherche pour transformer le virus Ebola de 1976, donc du Zaïre, et l'ont transporté dans cette région. Et semblerait-il que c'est là où c'est tout proche de leur laboratoire, où d'un côté ils travaillent sur probablement la transformation de ce virus en arme bactériologique, et en même temps, avec des participations d'entreprises de pharmaceutiques privées, travaillent pour développer un vaccin de ce virus qui rend l'arme effectivement efficace uniquement si on a une sorte de vaccin pour se protéger ou pour immuniser, ou alors des soins qui permettent de protéger les gens atteints. Parce que c'est le seul cas où une arme bactériologique peut fonctionner, c'est que si on a une défense. Et ça, c'est très troublant de voir que d'une part, on se permet encore aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de risque de guerre globale, en théorie en tout cas, de développer ce genre d'armes, et surtout qu'on le teste sur des civils innocents, certes évidemment dans des endroits reculés et avec des niveaux d'éducation très bas, comme c'est le cas dans ces pays évidemment on fait l'erreur de ne pas les laisser tranquilles dans les jungles et dans les montagnes de Sierra Leone. Eh bien ça montre aussi le niveau de cynisme de l'Empire. Un tout autre sujet, on a une technologie intéressante qui se développe, autant intéressante dans son contenu que dans la manière de se développer, qui est celle de l'impression 3D. Je voulais te demander si toi c'était un sujet qui t'intéressait, ou si parmi tes relations, tes clients, il y avait des recherches pour retrouver des atouts à intégrer à une bonne préparation. Alors tout d'abord, ces imprimantes 3D qui existent depuis déjà pas mal de temps. Pour ceux qui connaissent Hergé, déjà sauf erreur, le lac aux requins, il y avait déjà dans la bande dessinée d'Hergé des exemples d'imprimantes 3D où on dupliquait des objets avec des erreurs. Et
c'est quelque chose qui est en train d'arriver et qui a été extrêmement vanté par la presse, notamment américaine, par la presse technologique, aussi par la presse financière, comme étant la troisième révolution industrielle, où on allait pouvoir éviter de transporter des biens et qu'au contraire, nous allons les transporter sous forme de bits, de 0, de 1, à travers Internet et les imprimer. Alors évidemment, c'est un peu caricatural, puisque la réalité, c'est que vous devez tout de même transporter la matière avec laquelle vous allez fabriquer. Ça ne va pas se fabriquer de nulle part. Comme pour une imprimante, je sais pas, à jet d'encre ou laser, vous avez besoin de l'encre. Eh bien, dans une imprimante 3D, vous avez besoin du matériau, que ce soit des polymères, que ce soit du métal, que vous allez devoir de toute façon amener dans cette imprimante. Alors j'en ai vu des imprimantes, il y en a des petites, il y en a des gigantesques qui peuvent fabriquer des pièces qui servent pour la fabrication automobile, aéronautique, donc ça peut être quelque chose de très sérieux. Néanmoins, ça demande toutefois, d'une part, de les fabriquer, ça demande du transport, ça demande de l'énergie, et puis ça demande de transporter tout de même ces matières premières nécessaires à l'impression. Donc je ne suis pas certain, certes c'est un avantage technologique, je ne suis pas sûr que ce soit une révolution. Ce n'est pas une révolution aussi importante que l'a été je sais pas, une technologie comme le téléphone, ou la télévision, ou Internet. Il y a des applications en revanche très intéressantes pour qui se préparent, c'est-à-dire de trouver des produits, des plans, des codes libres sur Internet que nous pouvons télécharger, utiliser dans une imprimante. Le prix des imprimantes commence à se démocratiser, commence à baisser. Et donc, pourquoi pas imprimer des objets qui peuvent aller d'ustensiles, d'outils, de pièces de rechange, qui sont très très intéressants en fait et qui, certes, peuvent permettre une nouvelle manière d'acquérir des choses, encore plus rapide que eBay, encore plus efficace. Après, on a aux États-Unis des gens qui essayent même de fabriquer des armes à feu, par exemple. Donc ça, c'est quand même une arme qui est à la fois simple, mais avec des matériaux qui nécessitent une très grande solidité. C'est pas très complexe, mais ça existe, ça commence à se faire. On commence à pouvoir fabriquer énormément de parts, notamment, par exemple, des armes à feu. Et là, ça pose la question, et c'est un objet particulièrement sensible, puisqu'il pose la question du droit, il pose la question du piratage, et ça pose la question de la possibilité, dans sa cave, d'imprimer toutes sortes d'objets qui sont normalement régis par des lois assez sévères et assez complexes. Ça va poser des problèmes parce que, bon, je prends l'exemple de l'arme à feu, mais on peut très bien imaginer d'imprimer des bâtons télescopiques qui sont des armes régies, en tout cas en Suisse, c'est une arme régie de manière très sévère par la loi, par exemple. On peut imaginer également, vous savez, on parle de plus en plus de contrôle d'Internet. On peut imaginer l'équivalent de l'imprimerie clandestine sous l'occupation allemande. Dans le ghetto de Varsovie, on imprimait les brochures en douce. On peut imaginer qu'on va pouvoir produire des produits qui vont être interdits par des États qui deviennent despotiques et tyranniques. On peut imaginer plein de scénarios de science-fiction de manière toutefois très pragmatique. Ça nous permet aussi simplement, avec des matières premières qui sont plus faciles à transporter parce qu'elles vont être sous forme de cartouches, au lieu d'avoir des formes finies, d'être transportées de manière plus simple et donc de pouvoir avoir chez nous à un prix peut-être plus bas des outils. Enfin, se pose la question des ouvriers qui aujourd'hui fabriquent ces outils à travers le monde. Alors, on a désindustrialisé la France, l'Europe, on a industrialisé l'Inde, les pays de l'Est, l'Europe de l'Est et la Chine, bien sûr. Et si maintenant on n'a plus besoin d'avoir nos imprimantes de polymères et de plastiques spéciaux dans nos imprimantes, quid de l'ouvrier, quid des emplois? Et si on ajoute à cela la robotique qui commence à enfin, après des années de machines rudimentaires, mais qui commence aujourd'hui à fabriquer d'autres machines et qui fabriquent de manière extrêmement performante de plus en plus d'outils et de matériaux et de biens, quelle sera notre place quelle sera la place de 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains dans le monde et quelles seront nos places d'emploi? Parce que là, on ne va pas vers la société du loisir, on va faire la société du chômage de masse. Et le chômage de masse, s'il n'y a plus personne qui bosse et qui paye, qui va consommer ces produits? Qui va payer pour ces chômeurs? Et donc la réponse, c'est personne. Et donc il n'y aura plus rien. Et donc on va faire quoi? Est-ce qu'on va revenir vers la révolte des humains contre les machines comme les Luddites au XIXe siècle? La question reste ouverte. On rentre dans une période technologique. Si on ajoute à cela tous les rêves fous de transhumanisme, d'humanité augmentée, on rentre dans une période qui va amener des changements fondamentaux, à moins qu'on n'ait pas le temps,
et que notre système économique et social s'effondre avant, ce qui est en fait ma thèse, mais ce n'est pas garanti. C'est-à-dire, et même, je souhaite de me tromper, mais si je me trompe, les problèmes qu'on va avoir, ce seront des problèmes liés à ces technologies qui remplacent l'homme. Et jusqu'où? Tu vois pas ça comme une possibilité de réappropriation des moyens de production face aux délocalisations, par exemple, en France? Certes, mais avec un très très faible emploi. Et donc, même si on réindustrialisait aujourd'hui la France, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ait la moindre envie de le faire, et qui est quelqu'un qui est au pouvoir et qui a la moindre envie de le faire, ce que malheureusement je doute et que je ne vois pas, ou très peu, ou à part quelques partis qui ont encore peu de chances de prendre le pouvoir, quand bien même cette décision se fait, les technologies ont tellement avancé depuis l'époque où vous aviez des fonderies en Lorraine ou simplement de la petite et moyenne entreprise qui fabriquait des objets ou de l'artisanat. Aujourd'hui, les machines ont tel avantage qu'il faut beaucoup moins de gens. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça ne va pas résorber le chômage. Alors, est-ce qu'on choisit de faire une société beaucoup plus agricole? Personne ne va le choisir, personne ne va le faire. Enfin, une société plus agricole et plus artisanale, mais ce n'est pas le sens des choses. Donc, je crains que ça va pas aller dans ce sens-là. Ok. Donc, tu es venu en Bretagne ces temps-ci. Tu as des conseils particuliers pour la préparation sur les environnements littoraux? Quels atouts particuliers pour les régions côtières, ce genre de choses? Alors, tout d'abord, à nos amis bretons, continuez à garder le maximum vos traditions. Traditions de famille, vos traditions culinaires, vos traditions régionales, votre ouverture sur le monde. Vous êtes un peuple français, mais breton, ouvert sur l'Atlantique, ouvert sur le commerce, ouvert sur la tradition de l'agriculture, ouvert sur l'artisanat. Vous avez des magnifiques villes, Brest, Rennes, Saint-Malo, ville de grande tradition, un peuple encore solide. Et certes, alors les régions, il n'y a pas que le littoral en Bretagne, puisque nous sommes ici à Rennes, il y a des zones agricoles et encore exceptionnelles, de vraiment ne pas céder aux tentations de l'Union européenne de massifier vos savoirs, de massifier, au contraire, rester dans la tradition, garder le savoir-faire, quitte à avoir plusieurs métiers. Si vous travaillez dans des métiers du tertiaire, peut-être garder quelques savoir-faire dans la production artisanale, dans le local, garder votre lien fort entre vous. Il y a encore on sent ici en Bretagne un sentiment fort de se sentir breton. Ne perdez surtout pas ça, c'est très important. Et puis, qui sait, dans l'effondrement qui vient, la pêche, l'agriculture locale vont reprendre de leur importance. Non pas pour nourrir le monde, mais en tout cas pour nourrir et pour faire travailler les gens d'ici. Et puis, qui sait, dans le chaos qui vient, peut-être que la Bretagne retrouvera même une plus grande indépendance, voire même une indépendance totale, qui sait. Ça, c'est pas à moi ni de le souhaiter, ni de le prédire, mais c'est une possibilité que l'effondrement économique peut apporter à une région comme la Bretagne. Pierrot, merci et bonne conférence à toi. À bientôt.